Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo qui se centrera plus sur les aspects techniques du développement des intelligences artificielles et donc notamment de Groot. Dans un premier temps, nous allons nous concentrer sur ce qu'est réellement une IA dans un aspect plus informatique. Ensuite, nous allons discuter de son entraînement et donc plus précisément comment est-ce que l'on va arriver à quelque chose de dit intelligent qui dans notre cas pourra reconnaître des plantes sur base d'une image. Et enfin, nous allons aborder un aspect un peu plus pratique, c'est-à-dire concrètement, comment l'utilise-t-on cette IA? Donc voilà, pour commencer, qu'est-ce qu'une IA? Au départ, les scientifiques ont cherché à faire un programme capable de résoudre des problèmes humains, mais avec la vitesse d'un ordinateur. Tout naturellement, ils se sont alors dit que pour reproduire les capacités des humains, ils allaient devoir recréer le fonctionnement de l'organe qui en est à l'origine, le cerveau. Comme nous le savons tous, le cerveau utilise notamment des neurones pour fonctionner. Ces neurones sont reliés entre eux et s'échangent des impulsions électriques en guise de communication. L'objectif a alors été de recréer artificiellement ces réseaux de neurones, la base du fonctionnement des IA nouvelle génération dites intelligentes. Ces réseaux de neurones artificiels se composent de trois parties majeures. Tout comme le cerveau reçoit des stimuli, les traite et y réagit, notre réseau aura besoin d'une couche permettant de lui fournir de l'information, une ou plusieurs couches de traitement et enfin une couche de sortie retournant les résultats obtenus par l'IA. Ces différentes couches seront traitées en détail dans la partie entraînement de notre vidéo. Plus concrètement, voici par exemple une démonstration simple de notre IA Groot codée en Python grâce à la librairie TensorFlow. Elle est entraînée pour reconnaître 104 types de plantes différentes. Nous lui fournissons donc une photo de plante sur la couche d'entrée et après un rapide traitement, elle nous renvoie son nom. Pour bien comprendre la suite, un petit mot sur les couches est tout d'abord nécessaire. Il faut visualiser une couche comme étant un nombre n de neurones. Chaque neurone artificiel a la capacité, tel un vrai neurone, de recevoir un input et d'y répondre en envoyant ou non un signal au neurone suivant connecté. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le vocabulaire informatique, un input est juste le principe de recevoir une donnée en entrée. Avant de parler de l'entraînement en lui-même, nous allons décrire les méthodes d'apprentissage des IA. Nous avons décidé d'utiliser la méthode d'apprentissage supervisé. Tout d'abord, pour que cette méthode fonctionne, nous avons besoin d'un dataset. Dans notre cas, ce sera une collection d'images de plantes avec leurs noms associés. L'entraînement se déroule alors tout autour de ce dataset et consiste à envoyer les images sur la couche d'entrée de notre réseau. Les neurones des couches intermédiaires vont s'adapter de sorte à obtenir la plus haute probabilité dans le neurone de sortie correspondant au nom réel de la plante. Les premières couches à considérer sont les couches de pré-traitement. L'objectif va être de formater les données passées à l'IA. La couleur d'un pixel étant encodée par un nombre entre 0 et 255, la première nous permet de ramener l'encodage de chaque pixel entre 0 et 1. Les couches suivantes nous permettent d'augmenter notre jeu de données, en appliquant des changements aléatoires de position et de rotation à nos photos. Nous allons également séparer notre jeu de données en deux parties. Une d'entraînement, analysée par l'IA, et une de validation, qui va être passée à l'IA à chaque itération pour suivre son évolution en direct. Les couches intermédiaires sont les couches maîtresses d'une IA. Nous utilisons ici en majorité un empilement de couches de convolution. En quelques mots, c'est un type de couche bien particulier inspiré directement du cortex visuel animal. Elle permet d'analyser les photos par bloc. Entre chacune de celles-ci se trouve une couche appelée max pooling. Leur travail est de combiner les blocs analysés dans les couches de convolution, réduisant ainsi le nombre de blocs et donc le nombre de paramètres à traiter par les couches suivantes. De façon plus pratique, le but d'une couche de convolution est de repérer dans ces fameux blocs des caractéristiques décrivant l'objet recherché. Par exemple, une pétale de pâquerette a une forme bien propre à elle. Une couche de convolution permet d'isoler cette caractéristique et l'y associer. Enfin, la couche de sortie est la plus simple. Elle compte un nombre de nœuds identique au nombre de catégories possibles identifiables par l'IA. La réponse est alors simplement obtenue en regardant quelle probabilité est la plus grande parmi chacun des nœuds.
De façon plus pratique, l'entraînement se fait avec la méthode FIT de TensorFlow. Nous lui envoyons notre dataset et le nombre d'entraînements désirés. Ensuite, il nous suffit de nous baser sur les graphiques de précision pour savoir si notre IA a été entraînée correctement. On peut y retrouver deux informations essentielles. La courbe bleue, tout d'abord, est le taux de réussite de l'IA avec la partie d'entraînement des photos. La courbe orange est son taux de réussite sur la partie de validation. Si un entraînement se passe bien, comme sur le graphique de gauche, la courbe bleue et l'orange devraient augmenter de façon synchronisée. Si l'entraînement se passe correctement, l'IA apprend et généralise bien. Au contraire, si l'on regarde le graphique de droite, on peut s'apercevoir que la courbe bleue continue d'augmenter, mais la courbe orange stagne. L'IA semble s'entraîner correctement, mais en réalité, il y a un gros problème de généralisation. La solution est alors d'intégrer des optimisations dans le corps de notre IA. Nous les détaillerons un peu plus tard dans la vidéo. Les IA sont alors sauvegardées dans un modèle contenant les valeurs de chaque nœud et des informations complémentaires sur celles-ci. Et il suffira de charger ce modèle à l'endroit où l'on désire l'utiliser et lui demander une prédiction de la donnée envoyée. Dans notre cas, nous avons donc rendu disponible à l'utilisation notre IA sur notre site web groot.ninja. Un des problèmes les plus fréquents en développement d'IA est le surentraînement, comme montré précédemment dans le graphe avec la courbe orange. Comme nous l'avons dit, l'entraînement n'est que l'adaptation des probabilités de chaque neurone afin d'obtenir la sortie désirée. Le problème qui peut émerger de ce principe est une trop bonne adaptation au jeu de données. Pour être plus concret, si dans notre jeu de données par exemple, il y a une photo de Rose tenue dans une main, l'IA pourrait finir par trop s'adapter pensant qu'il faut absolument une main pour avoir une rose. Une première optimisation possible pour éviter ce problème est l'ajout des couches de modifications aléatoires dont nous avons parlé il y a quelques minutes. Afin d'éviter le cas de la main avec la rose, nous augmentons au maximum le nombre de photos disponibles. En effet, si la photo avec une main est noyée dans des centaines d'autres photos, l'IA lui accordera moins d'importance. La deuxième optimisation que nous avons mise en place est une couche de dropout. Elle permet d'abandonner aléatoirement des données pendant l'entraînement. Encore une fois, le principe est le même. On va chercher à modifier le jeu de données pour que l'IA ne s'y adapte pas trop. On cherche la généralisation au maximum. Et voilà, avec tout ça, nous en avons fini avec les explications sur l'intelligence artificielle. Mais tout naturellement, quelques questions se posent encore. Aurions-nous pu faire mieux? Eh bien, avec cette IA, nous avons pratiquement atteint notre limite technique. Par exemple, l'entraînement de celle-ci prend environ 18 Go de RAM pendant plusieurs heures et nécessite un GPU dédié. Si on augmente le jeu de données, on augmente la charge de RAM. Si on augmente la complexité du modèle, on augmente également la charge sur le GPU. Il devient très vite clair que pour développer des IA plus avancées, il nous faudrait un matériel de niveau supérieur. En effet, il est important de souligner le décalage apparent entre les ressources requises à l'entraînement d'une IA et le nombre de photos qu'elle peut reconnaître. On recense aux dernières informations 391 000 types de plantes vascularisées. Il faut alors imaginer la quantité de ressources absolument faramineuses nécessaires à un tel apprentissage, sachant que nous sommes seulement à 104 types d'espèces. Une seconde question serait, aurions-nous pu utiliser une autre méthode d'apprentissage? Eh bien, l'apprentissage supervisé est en quelque sorte obligatoire dans la reconnaissance de photos. Il existe par exemple l'apprentissage par renforcement qui se démocratise de plus en plus, mais qui est fait pour être appliqué sur des jeux où l'IA peut progresser en découvrant son environnement au fur et à mesure. Et dans notre cas, une IA ne peut pas découvrir par exemple qu'une tulipe s'appelle une tulipe, à moins qu'on le lui dise. On peut également se demander quelle est l'utilité de l'intelligence artificielle au final. Eh bien, le but à terme des chercheurs en IA est de réussir à créer un programme permettant de reproduire des tâches cognitives humaines complexes avec la vitesse et la reproductibilité d'un ordinateur. Jusqu'aux années 2000 à 2010, leur utilisation est restée très limitée. Mais depuis lors, les applications de l'IA n'en finissent plus de se répandre. De la reconnaissance d'images pour les voitures autonomes à une IA qui pilote Persévérance sur Mars. Donc voilà, on en arrive à la fin de nos explications. On espère vous avoir aidé à mieux cerner les technologies qui se cachent derrière les intelligences artificielles. À bientôt!